Allez, go! Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre émission La Bande des Comics. Cette semaine, ça sera exceptionnellement une spéciale Halloween. Alors, voilà, on va essayer de vous faire peur, ou du moins vous amener vers ce qui peut éventuellement faire peur via ce programme. Pas que notre humour. Non, on fait plein d'autres choses. Ça fait toujours peur, ça. Voilà, on sait jamais. Mais bon, pour m'accompagner, la bande est à nouveau au complet. On l'a récupéré. Enfin. Le retour du fils prodigue. Exactement. Il est de retour parmi nous. Gilles, vas-tu bien? Ça va super, et toi? Ça va. Tu t'es reposé sur nous, j'espère? Voilà. Bon, parce qu'on compte sur toi. C'est toi qui vas mener tout l'ensemble, hein. Le nouvel étudiant qui veut nous mettre un coup de vieux. Jay, comment vas-tu? Ça va très occupé. Ouais, t'as fait tes devoirs? Ça va, je suis encore un peu en retard. J'ai des trucs à rendre encore. Bon, alors tu vas faire court pour qu'on s'y remette. Et enfin, celui qui fait peur en lui-même, hein? Tout le monde, tout le temps, qui n'arrête pas de faire peur. Les gens, l'homme de la découpe. Exactement, le slasher. Voilà. Rémi, comment vas-tu? Ça va très bien et très très content de vous retrouver. Bon, et moi-même, RD, qui vais faire le zombie, je pense. C'est dans le thème. Ah ouais, là, je sais, ça devient très très dur. Au programme sanglant de cette spéciale Halloween, des rubriques dans le thème, bien sûr, que chacun vous présentera. Un débat, peut-on faire peur dans une BD? Pas avec une BD, parce que ça, on sait que Rémi dit oui. Oui, il y en a beaucoup qui t'en fait peur. Oui, énormément. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde. Et bien sûr, le quiz tant attendu. Oh, ça y est, c'est le retour. Voilà, du quiz refait par Gilles et qu'on attend impatiemment. Voilà, vous savez de quoi cette émission va être faite. Maintenant, la bande des comics, c'est parti. Breaking news. Alors messieurs, écoutez, vu que avant qu'on passe au local, j'en ai une petite news. Voilà. Juste pour ceux que ça intéresserait au niveau du cinéma, le report de Deadpool 3. Ouais. Qui devait être prévu pour mai 2024, mais alors c'est pas la grève des scénaristes, ouais, c'est ce que j'avais qui demandé. avait été commencé avant, mais c'est la grève des acteurs qui se prolonge, oui, okay. Malgré la fin de la grève des scénaristes. Donc Deadpool 3 est le premier impacté et demande donc un report. Est-ce que ça vient aussi de la modification de direction de MCU qui veut être sur des choses plus importantes et plus révélatrices et moins dans la quantité que dans le contenu? Si c'est ça, c'est très bien. Ouais. Voilà. Après, moi, ça me fait un peu peur quand j'entends report. Pour moi, j'entends scène à retourner, changement un peu de direction artistique. Donc, avec l'arrivée de Marvel chez Disney, ça. Et surtout Deadpool. Moi, les deux films, je les avais beaucoup aimés. Et ça serait tellement dommage d'avoir un Deadpool 3 un petit peu lisse et un peu trop sage, quoi. Après, il est réputé, de ce qu'il en sort, c'est que ça restera très violent et ça restera un R, comment ils appellent, c'est R17 chez eux, hein. Voilà, qui fera qu'on sera visiblement dans la même veine. Tout dépend de la marge qu'ils auront disponible, etc. Ça. Bref, on verra. Qui veut nous faire une autre petite news? Jay, t'en as une? Oui. Forcément. Oui, quelques-unes. Au choix. Une news qui concerne One Piece. Oui. Et Netflix. Pour le coup, on l'a pas communiqué, il me semble, la dernière fois, sur la mise en ligne à disposition gratuitement des 12 premiers tomes de One Piece, donc édités chez Glénat. Et Netflix donc a mis la main à la poche pour les mettre à disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient le lire, du coup, en parallèle de la série live qu'ils ont diffusée. Donc ça recoupe l'arc qui est présenté. D'accord. Le premier arc, East Blue. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'abonnement. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas abonné Netflix, en fait, on peut directement aller le voir. C'est sur un lien qui s'appelle readme-onepiece.com.
Et voilà, directement, on a accès aux 12 premiers tomes en français ou en anglais, comme on veut. D'accord. Donc, si vous voulez faire un comparatif série manga, Ouais. voir aussi la première qualité des dessins, parce Oui. que c'est Ah ouais, ça a évolué. Largement. Largement, oui. Ça a évolué avec son temps, hein, en 20, 25, je sais plus, 25. 25. Donc, non, c'est pas mal, Ouais, c'est cette une belle, initiative. Ouais, c'est chouette, mise à disposition gratuite, c'est assez rare pour Ouais, le souligner. ça, Par contre, Ouais, je trouve surtout qu'ils d'un n'ont monument. pas communiqué beaucoup sur ça. Enfin, moi, j'ai pas du tout eu l'info. Pareil. Glénat n'a pas communiqué. Non, c'est vraiment resté C'est dommage. Twitter pas mal en fait, ça a été beaucoup relayé sur Twitter, mais peut-être pas trop sur les autres réseaux sociaux. Ouais, en même temps, Twitter en ce moment, c'est un peu la guerre. Voilà, X. On se prof, donc on évite. Bref. Alors moi je vais vous parler d'une dédicace à la librairie Olbia hier, cet après-midi de 14h à 18h, avec Geronimo Cerudo qui a fait le manga Reaper dont 2 tomes sont sortis et le 3e sort le 16 novembre. Voilà, D'accord. c'est que n'hésitez pas à venir pour échanger avec lui, voir comment il a fait son manga. Ça va être vraiment un mélange de Dragon Ball et de Radiant. D'accord. Oui, donc on est dans Un le thème, shonen, un shonen et ce qui plaît en ce moment. Ouais, donc c'est une belle occasion. C'est sorti chez Ankama, Oui, ça. c'est en Kama. D'accord, ok. Et c'est toute la journée la dédicace 14-18. 14-18, d'accord. Ok. Comme la guerre. Ok, oui, C'est bien ça. joué. Voilà. C'est facile à s'en souvenir. Voilà. Allez, garde le micro. Tiens, moi aussi, je vais rester sur le local avec 2 gros événements aussi qui vont se passer dans la région toulonnaise. Le 4 novembre, Charlemagne Lavalette fête ses 10 ans. Il y aura plusieurs auteurs qui sont invités dans tous les styles. Mais ce qui nous intéresse, c'est la bande dessinée. Et il y aura Young et Laetitia Marty pour nos adoptions, si Delcourt. James Christ, la machine, les géants, Strom, Beaucoup de etc. choses. On a Jaïra aussi, qui est une illustratrice varoise. Philippe Cardona, Chanouga et évidemment nos petits protégés, C'est ça. Eliana et Laolite. Qui Les voyageurs. viendront vendre 450 exemplaires de Regal Afterlife. Et à noter aussi l'autre gros événement, mais là c'est une plus grosse ampleur, c'est la énième fête du livre du Var de Toulon, du 17 au 19 novembre à la place d'Armes de Toulon. Et on retrouvera évidemment James Christ et Philippe Cardona. Il y a Frédéric Brémaud qui est un scénariste de BD très très prolifique. Guillaume Guèdre qui a sorti 2 BD chez Lapin. Le couple Keras-Coët qui a fait De Cap et de Mots Ah oui. chez Dargo, Cyril Nitel, Les Orphelins chez Paquet, Kurogami aussi, un mangaka toulonnais qu'on a dans le viseur, Olivier Lubrado, le Terminator, qui vend lui aussi 800 000 exemplaires à chaque fois qu'il se déplace. Attaché à c'est tous ça. tous les poteaux de salon du livre. Ah, il vendrait n'importe quoi à n'importe qui. Et on a. On pense à toi, Olivier. Et c'est ça. Et Anthony Pastor qui avait sorti La Femme à l'étoile. Oui. Je crois que chez Casterman. Oui. Donc voilà, deux gros événements littéraires, mais pas que, aussi bande dessinée à surveiller. Ouais, bon. Qui a autre chose? On a encore un peu de temps, Bien j'imagine. sûr, oui, il nous reste un petit temps. Oui. Allez, vas-y. Une nouvelle concernant les statistiques de vente du premier semestre 2023 en termes de BD qui sont tombées. Alors moi, je me suis intéressé plus spécialement à la partie comics. Et donc, le panéliste GFK a fait paraître ces chiffres qui ont été relayés par Comics Blog notamment, et dans lequel, en fait, ils nous mettent le classement donc, des meilleures ventes. Alors, je vous le donne en mille. Dans le classement, et en tête de ce classement, la meilleure vente de l'année en comics en France, en tout cas sur le premier semestre 2023, c'est The Nice House on the Lake, le tome 1, qui est également, Rémi vous en parlera peut-être par rapport au prix Fnac France Inter. En parallèle, on a le deuxième, du coup, le deuxième prix. Pardon ? Je l'ai viré exprès. Ah, tu l'as viré exprès. Mais du coup, j'en parle. Il a été nommé au prix BD Fnac France Inter. Également, en numéro 2 sur la deuxième marche du podium, c'est le tome 2 de The Nice House. Oh, quelle surprise. Ouais. Quelle surprise. Vraiment, c'est un plébiscite. Ils ont vendu à peu près plus de 30 000 exemplaires si on cumule les tomes 1 et 2. Donc, c'est franchement une réussite quand on voit qu'il y a certaines BD qui passent difficilement les 2000 exemplaires. Ouais. Surtout au milieu de la masse, c'est ce que disait Gilles, pardon de te couper, Je t'en prie. qu'il y avait une masse assez impressionnante de sorties en ce moment. Et, ça a été toute l'année. Maintenant, on est à... Ouais. Combien tu disais de sorties par an? C'était à 2000, non? Un truc comme ça? Oh, plus Ah non, que non, 2000. on est à environ 600 par mois.
Ouais. Tout confondu. Hein. Manga, BD, voilà. tout confondu. Séquentiel, Mais on est à a 6, beaucoup plus que plus, 600 par mois, comme on disait avec Gilou. Il y en a 300 en mois de décembre, mais septembre-octobre, les librairies se font allumer où on frôle les 800, je crois. Oui. Donc on va dire que voilà, lycée, tu comptes 600 par mois, quoi. Ouais, donc on a plus de 7000, quoi. Il y en a un sacré paquet, ouais, c'est clair. Et juste pour la troisième marche du podium, pour faire plaisir à Rémi quand même, c'est un de ses comics préférés, V pour Vendetta. Oui. Et notamment dans son édition, grâce à l'édition Urban Nomad. Ouais. Ah, oui. Quatrième, c'est également un comics qui est passé, qu'on vous a fait gagner sur la bande des comics, parce que c'est Berserker, le tome 1, D'accord. du coup chez Delcourt. Et sur la cinquième marche, là aussi c'est quelque chose dont on a déjà parlé, c'est Batman Beyond the White Knight. Ouais. Voilà, qui pas lu, ferme ce podium à 5. Je passais un petit peu à côté, alors je sais pas si j'ai bien fait, pas bien fait, je sais pas. Moi, j'avoue qu'ayant acheté les deux premiers White Curse et White Knight en petit prix, là, en format souple. En nomade. Ouais, j'avoue que passer le cap en mettant le prix pour le Pour le grand dernier, format, d'accord. je me dis qu'éventuellement dans 2 ans, ça sera le prochain. Il y a de grandes chances. Oui, il y a de grandes chances. Qui sera en Voilà. souple. Mais après, c'est pas la qualité de l'histoire qui t'a rebuté. Non. Ah, voilà, d'accord. Non, moi les deux White m'ont beaucoup plu. C'est ce qui m'a remis à DC. Voilà, sous vos conseils avisés, bien sûr. Exactement. Je ne ferai rien sans Tout vous. à fait. Oh là là. Surtout en termes de DC. Voilà. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a le temps ou... On va être un peu juste. Allez, là, la prochaine fois. Écoute, voilà, c'est ma ça faute, sera j'ai trop pour la prochaine fois. Très bien, bah écoutez, on va se faire une première pause musicale. Alors, on est sur Night Owl. Night Owl, c'est ça. Lock and Load. Lock and Load, D'où ça nous vient, ça? De moi et de mes recherches totalement fortuites et hasardeuses. Ouais. Et du coup, voilà, comme j'avais été hontément évincé de la dernière émission, j'ai tapé sur la tâche du monsieur, je veux cette musique, et voilà. Donc c'est ma faute. Alors, on écoute ça. C'est parti. On est de retour dans la bande des comics sur Radioactive. On est dans cette spéciale Halloween. Bon choix de musique. Tu as bien fait merci. de taper sur la table. Un Écoute, petit clin d'œil à Watchmen, donc j'avais envie. Oui, voilà. Et puis, ça nous change Des Gardiens de la Galaxie. Oui, on appelle ça un running gag. Voilà. Bon, messieurs, on va passer aux chroniques spéciales Halloween. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Mais t'as raison, ouvre le bal. Voilà, parce que Des morts vivants. moi, ça sera un peu décalé parce que c'est un thème, l'horreur ou le gore le gore, si, dans mes lectures, mais moins l'horreur, l'angoisse. C'est pas forcément un thème que j'aborde en lecture, mais que je regarde pas mal en animé. Donc, d'accord. Moi, j'ai voulu vous parler de l'animé qui s'appelle Dark Gathering, qui vient de sortir en 2023. Il y a une saison, il y a 24 épisodes qui sont prévus. Ça a dû sortir en manga. Ouais, c'est ce que j'étais en train de... petits yeux plissés, en train de chercher. Ouais, c'est ça, c'est que j'essaye de me rappeler. Liste, voilà, de tout ce qu'il a. C'est des épisodes de 25 minutes. On est sur, pour vous faire le pitch rapide, on est sur un jeune étudiant qui a pour particularité d'attirer les esprits, mais que lui fuit l'occulte. Ça y est, la lumière s'est allumée. Voilà, il fuit les esprits et l'occulte, surtout que depuis 2 ans avant le début de l'histoire, il y a eu un problème avec ça et il a été maudit et une de ses amies aussi a reçu une malédiction. Donc il s'est retiré du monde. Mais cet ami l'a sorti petit à petit de ça et on le suit au moment où, après ces 2 ans d'enfermement, il sort et redécouvre le monde. D'accord. Quoi. Et cet ami donc, la ramène au lycée, à la fac, etc. Et elle, de son côté, on apprend qu'elle héberge une petite fille qui était une cousine dont les parents sont morts. Et cette petite fille, elle a une particularité, c'est qu'elle a 2 pupilles qui lui permettent de voir le monde réel et le monde des esprits, de l'occulte, etc. D'accord. Voilà. Et forcément, le garçon vient à devenir le professeur de la petite fille. Et donc se retrouve plongé dans ce monde occulte où
où il a, tu vois qu'il est mort de trouille du début à la fin en fait, et la petite fille qui a 7-8 ans, elle en revanche c'est un vrai exterminateur de démons, elle les maîtrise, elle les chope, elle les prend, et pour pouvoir tu vois, délivrer sa mère dont l'âme a été prise par un autre démon. Donc tout part de cette histoire-là. On est sur de l'épouvante à la japonaise, donc c'est-à-dire avec une ambiance très très noire et qui peut pesante, monter ouais. très vite, mais toujours avec ce petit moment d'humour qui va désamorcer une situation qui devient franchement angoissante. Voilà. D'accord. Et donc, on passe de lieu hanté en lieu hanté. Alors, petite question, c'est au niveau du classement, c'est axé pour quel âge ? Moi, je le mettrais à plus de 16. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, Ok. Parce que tu parles d'humour, donc c'est pour savoir est-ce que c'est pour raccrocher aussi les jeunes ou pas du tout, quoi. Pas trop. Ouais, non, pas trop jeune. Je resterai sur un plus 16. Je pense D'accord. qu'il est en plus 16 d'ailleurs en manga. Oui. Hein. Après, moi j'ai que le premier tome en librairie, mais c'est que j'ai pas pu voir la suite. Mais pour moi, l'animé, on est au 12e. D'accord. Donc voilà. Donc on est sur une très bonne, je trouve, série gore, angoissante, épouvante, qui demande à se découvrir. Les imbrications entre les personnages tournent bien. Donc voilà, pour un animé, pour se faire pas peur, parce que non plus on fait pas des bons... Enfin, selon l'habitude, il y a des gens qui feront des bons comme ça quand il y a une apparition d'un esprit ou quoi que ce soit. Mais on est plus sur des esprits qui racontent une histoire violente derrière. C'est très gore, il y a du sang beaucoup. Donc voilà. Donc pas mettre entre toutes les mains, bien sûr. Et des épisodes de quelle durée ? C'est du 25 minutes. Ah d'accord, c'est assez on court. est sur du okay. classique. Okay. C'est sur quelle plateforme ? À l'heure actuelle, je dois voir. Okay. Je le vois en streaming, voilà, mais je sais pas encore sur ADN. Enfin, ADN, je sais plus qui c'est. En tête, je te dirais Crunchyroll. Je sais plus qui a bouffé l'autre. C'est Crunchyroll. C'est Crunchyroll qui a mangé ADN. Donc il est fort probable que ça soit prochainement sur ça, ou sur les autres plateformes de streaming, etc. Voilà, messieurs. Jay, à toi, dis-nous tout. Une chronique qui va concerner une œuvre... The Wake, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Oui, c'est pas jeune ça. C'est pas tout jeune, ça remonte Et lui non plus. Et moi non plus. Et nous encore moins. Je l'ai vu à son silex. Tu sais que le mec retourne à l'école, mais... c'est ça. Et son rodel. On fait semblant. Exactement. 2013, ça a commencé chez DC Vertigo, à l'époque le défunt label Vertigo, qui était avant le Black Label de chez DC. Et donc c'est une mini-série ou maxi-série en 10 épisodes, qui a été publiée chez Urban Comics en 2020, donc ça a quand même un petit peu tardé. C'est une série qui est écrite par Scott Snyder, dont on vous a déjà parlé ici, La Cour des hiboux, Metal, etc. Et dessinée par Sean Murphy, Punk Rock Jesus, Batman White Knight, etc. Donc une équipe plutôt réputée, plutôt classieuse, et donc qui vont nous donner une histoire horrifique, qui est à la base une histoire d'horreur sous-marine, comme on peut le retrouver dans des titres comme Plunge, notamment, ou dans un film comme The Thing de Carpenter. Ouais. Il y a un petit peu cette idée-là avec une menace dans l'Arctique qui va... s'attaquer à une équipe d'explorateurs au sein duquel on va trouver une biologiste marine qui s'appelle Lee Archer et qui va être donc réquisitionnée pour étudier un spécimen vivant qui a été retrouvé de sirène. D'accord. Donc une sirène, là je vous le donne en mille, c'est pas du tout Ariel, la sirène en question. On est loin quoi. Voilà. Et donc on va avoir vraiment une histoire qui va nous prendre aux tripes en 2 grands actes. Une première partie vraiment horrifique, un petit peu techno-thriller sur les bords, et qui va virer complètement sur la deuxième partie dans une histoire post-apocalyptique. Donc c'est une histoire qui a dérouté pas mal de lecteurs, et notamment sur cette histoire en 2 actes finalement. Il y a pas mal de lecteurs à l'époque qui ont pas du tout aimé notamment la deuxième partie. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, entre le sentiment d'oppression qu'il y a sur la première et sur le deuxième qui est plus un récit d'aventure finalement. Et voilà, on se demande à chaque fois, bien évidemment, si l'héroïne va s'en sortir face à cette menace donc de sirènes, sirois, du coup, pour les sirènes au masculin. Un triton. Un triton, c'est pas exactement un triton, mais voilà. D'accord. Donc, mais
c'est le personnage principal et la menace qui font le lien entre ces deux versions différentes. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, ces deux actes, voilà, ces deux parties, la petite ellipse qu'il y a entre les deux grands actes de cette histoire. Tout à fait. Voilà, alors le dessin est impeccable. Là, clairement, Sean Murphy, on reconnaît son style, les visages toujours très anguleux, très crayonnés, mais c'est sublime. Et notamment, il y a un truc que j'ai trouvé magnifique, qu'on voit déjà sur la couverture, c'est le fait de maîtriser à chaque fois ce qui se passe en dehors de l'eau et sous l'eau. En fait, il nous dessine des plans de coupe et les couleurs de Matt Hollingsworth, d'ailleurs, dessus, sont absolument magnifiques. À chaque fois, c'est très bien choisi et ça laisse bien penser ce qui se passe dessous, ce que ceux qui sont en surface ne voient pas, etc. Voilà, donc une histoire qui fonctionne bien. Voilà, pour les amateurs qui, comme moi, adorent se retrouver sur la mer. Avec du fond, ça c'est bien. C'est bon. Bien. Ok. Voilà. Gilles ? Yes. Je vais vous parler aujourd'hui de Réalité oblique aux éditions Lorbard par Clark. Alors, qu'est-ce que c'est Oblique ? Ça va être une bande dessinée franco-belge d'histoire courte en 12 ou 16 planches. Cases, pas planches. Oui, d'accord. On va être sur une BD plutôt angoissante. Ouais. Vas-y, je la passe. Complètement angoissante et à suspense. On va suivre à chaque fois, c'est des histoires courtes. Noir et blanc. En noir et blanc. Où on suit un ou deux personnages, pas plus. Et ça va être savoir si la réalité est vraie ou non. Mais du coup, ça se suit ? Non. Ah d'accord. Non, c'est des histoires complètement que des strips. C'est indépendant les uns des autres. D'accord. Tout à fait. Par exemple, dans le prologue, en 4 cases, vous avez l'histoire d'un jeune couple qui découvre que la Terre est plate. Et derrière, plus rien. Pourquoi elle est ronde ? Ah bon Mais mince alors. On m'aurait menti. Fallait prévenir. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'unique et de très 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 beau. Alors moi, je suis un grand fan du noir et blanc et de ce suspense en quelques cases, à savoir dessiner toute une histoire et tout un monde qui est complètement hallucinant. Pareil, on va avoir l'histoire d'une jeune femme qui existe qu'un jour sur 2 et on ne sait pas où elle est l'autre jour. D'accord. L'autre journée. Vraiment excellent. Ça me fait penser à Timothée Le Boucher. Oui, complètement. Mais je pense qu'il s'est inspiré. Voilà, je sais pas lequel est sorti avant, je sais plus. Réalité oblique est sorti avant. D'accord, mais oui, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un objet assez particulier et singulier. Ouais, c'est très particulier, singulier comme tu dis. Là où c'est intéressant aussi, c'est au niveau de comment l'auteur arrive à raconter toute une histoire avec un crayonné vraiment très simpliste, pas beaucoup de décors et vraiment quelques mots, quelques phrases. Enfin non, c'est... c'est vraiment le noir qui habille la planche. Oui, complètement. C'est ça. On touche aux limites de la réalité. Oui. Donc le côté angoissant vient de là. Là où ça peut faire penser à un petit côté Sin City. Ce côté noir et blanc. Ouais. Qui est pensé en noir et blanc d'ailleurs. Oui, très chouette. Voilà, c'est vraiment à lire. Ouais, c'est très original. Je suis en train de feuilleter en même temps. Et il y a plusieurs volumes qui sont pareils, complètement indépendants. Vous avez Réalité oblique, le premier. Vous avez les mondes obliques et les rencontres obliques. D'accord. Voilà. Ok. À découvrir. Allez, on finit presque en beauté, je ne sais Quasiment, pas. on verra la fin. Attention, parce que je préfère c'est un prévenir. Test. Voilà, il s'est préparé. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, donc le problème, c'est qu'il a eu le temps d'écrire ce qu'il va dire. Vous pourrez voir normalement nos têtes grâce aux vidéos qui vont sortir. Je vous laisse vous faire une idée. Allez, on est prêts. Jay, si tu peux nous mettre le petit carré blanc en bas. Non, ça n'existe jamais. Alors aujourd'hui, pour cette émission spéciale Halloween, Toc comics de Tom King ou friandises. Tiens, voilà 30 kilos de dragibus et barre-toi. J'ai choisi de vous parler du comics La Nuit de la Goule, sorti pendant l'été chez Delcourt en France. Alors le titre est illustré par le génial mais trop rare Francesco Francavilla, Sombre reflet. Ou encore Black Beetle tome 1 dont on attend désespérément la suite depuis 2013. Et oui RD, oui, encore un Black. Après Black Hammer, Black Science, Black Panther, Radiant Black. Alors c'est fou, j'ai l'impression d'être Mia Khalifa. Et au scénario, on retrouve Scott Snyder, le demi-frère de Zack Snyder.
Alors pour les différencier, c'est facile. Il y en a un qui fait des très bons films, Watchmen, 300, Man of Steel, ou encore Batman vs Superman, et l'autre, c'est Scott Snyder. Donc c'est facile. Dans cette histoire, alors bon, j'y viens, il est question d'un vieux film d'horreur qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, La Nuit de la Goule, et qui raconte l'histoire d'une unité armée qui se retrouve face à une bête monstrueuse et qui évoluerait dans l'ombre et qui se nourrirait de cadavres. Autant dire qu'à cette époque, c'est un peu comme si elle va à Flunch avec buffet à volonté, mais ce fameux film aurait été détruit dans un incendie. Cependant, la Goule, avec des guillemets, existerait bel et bien, et un passionné de cinéma retrouve le réalisateur du film qui finit ses jours dans un hospice et qui doit manger tous les jours haricots verts à la vapeur avec un steak de soja sans sel et un flambi tiède, maltraité par le personnel. Ça se passe donc sûrement en France, mais qui le met en garde, il est en danger. Car une secte adoratrice de la Goule est aussi sur les traces du monstre. Je vous laisse sur ce long pitch de départ arrêté. Quant à moi, j'ai beaucoup aimé ce comic, c'est très sincère, surtout grâce aux planches fabuleuses de Francesco Francavilla. On est parfaitement dans cette ambiance d'horreur avec un découpage des plus dynamiques et des couleurs à la fois vives et glauques. Il faut ajouter à tout ça le prix très correct de Delcourt, il faut le souligner. 17,95€ pour 168 pages. Ce ratio fait figure d'exception dans le paysage de la BD en France et il faut se le souligner. Donc si ce comics avait été édité par Panini ou Vinci Autoroute, le bordel il aurait coûté 32€ pour 48 pages. Les mecs ils arrivent à faire subir l'inflation elle-même les gars. Bref, vous l'aurez compris, ce titre est tout indiqué pour passer un Halloween effrayant à souhait. Voilà. Eh ben dis donc. Et il est dans les temps en plus. Ouais, non, mais en plus, C'est ça le pire, c'est qu'il est dans les temps. il faut qu'on arrête. Je sais pas. Il est préparé. Vous avez vu ce que ça donnait. C'est ça le problème. Et le pire, c'est qu'il risque de s'améliorer. Bon, messieurs, écoutez, on a fait notre petit tour de chronique. Ça, vous en avez pour tous les goûts, là. Tous les saveurs. Voilà, tous les goûts, toutes les saveurs. De flambi. Tiède ou bien chaude. Voilà. On va se refaire une petite pause musicale pour récupérer. Il nous faut au moins ça. et voilà. Alors, cette fois, nous sommes sur la partie 1, opening de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Donc, c'est toi qui as choisi ça. Oui. Bah oui. Un morceau d'Yves, ouais. Kaiten. Exactement. Alors, on est parti. Vous êtes de retour sur Radioactive, vous écoutez la bande des comics, notre émission spéciale Halloween. Vous aurez reconnu pour les fans d'animé ce très classique générique. Voilà, on est quand même sur les fans de Jujutsu Kaisen, qui aurait pu, oui, bien passer en thème Halloween aussi, on n'en a pas parlé. On va attaquer notre débat du jour. Alors, peut-on faire peur dans une BD ? Pas avec une BD, je le répète, mais Pas avec le prix. ni en... Si, avec le prix, tu peux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ben voilà, c'est pour ça. On sait qu'on peut Donc avoir oui. peur avec le prix, on peut avoir peur avec les dessins et on peut avoir peur Avec l'édition. des fois Ah tiens, avec, c'est du souple. avec ça. Donc, mais l'idée reste de savoir si on peut faire peur dans une BD. Bien sûr, on parle BD, comics et manga. Hein, Bien sûr, on reste au sens large. Messieurs, qui veut annoncer en premier son avis ? Gilles, il plisse ses petits yeux, donc il sait qu'il est parti sur une réflexion. Fais-nous en part. Alors moi je vais dire oui, complètement. On peut avoir peur avec une bande dessinée. Après c'est pas la peur du sursaut, ça va être plutôt la peur de l'angoisse. Je me souviens d'une BD que j'ai lue il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Un léger bruit dans le moteur, où ça va être l'histoire d'un enfant de 8 ans qui zigouille tout son village. Mais d'une super façon, enfin à chaque fois. Avec le moteur. Ouais, non, mais il les prend, Avec une urite. il les prend complètement en traite à chaque fois. On le voit, on le voit pas du tout arriver dans un bande dessinée. Enfin, c'est assez malsain, même très malsain. Ah ouais, si vous pouvez, lisez-la parce que ça vaut le détour. Donc pour toi, oui, quoi. Ouais, complètement. C'est Larsenet ou... Non. Ah non, je confonds. Non, alors, Larsenet est plus mignon. Ah, quand c'est même. pour ça. Mais oui, pourtant la BD me parle. Ouais, c'était sorti dans les années 2013-2014 dans ces eaux-là. Ouais, ça a 10 ans. Bien disant. Et toi, ton avis ? Oui, non ? Oui, alors, mais je serais du même avis que Gilles. En fait, ça va pas être une peur de surprise comme on peut avoir dans un film qui va forcément nous surprendre plus. Mais ouais, plus une
peur qui te dit, tiens, un suspense qui me donne envie de continuer. Moi, je pense surtout à Junji Ito dans le manga, qui, moi, rien que déjà, quand je vois les couvertures, déjà, je partirai en courant. Je me demande même comment le mec il peut arriver à penser à ça. Voilà, alors je suis loin d'être un spécialiste manga, mais c'est vrai que quand je pense horreur, je pense forcément à Junji Ito. Et il y a un second titre qui m'est revenu en tête, c'est Coraline de Neil Gaiman. Oh oui. Ça c'est. On va en faire un jingle de ça. Mais le très très grand Neil Gaiman. C'est ça. Et en fait, je l'avais vu passer en librairie et je m'étais un peu lancé dans cette lecture qui est un monde parallèle. En fait, c'est une petite fille qui découvre ce monde parallèle où en fait, son monde est inversé. Et là aussi, voilà, on n'a pas peur, je veux dire, mais forcément j'ai été happé, tu vois, par cette histoire, on me dit mais où est-ce qu'il va aller, et la pauvre petite, est-ce qu'elle est en danger, pas en danger, donc comme Gilles, c'est une peur de tension. Okay. Oui, alors au-delà du climat malaisant qu'on peut avoir sur certaines BD ou le côté qui donne envie de tourner la page, de savoir ce qui va se passer, effectivement une espèce d'angoisse qui peut être générée par ça. Moi, ça serait plus certains actes qui sont vraiment immoraux au possible et qui résonnent très très fort en soi. Et alors c'est pas forcément dans des BD d'horreur, mais par contre c'est des trucs qui vont te prendre aux tripes, notamment quand t'es papa. Oui. Il y a un des exemples en tout cas, c'est dans Full Metal Alchemist, dans le premier tome. Il y a les frères Alric qui tombent sur un père avec sa fille. Je sais pas si ça vous parle, cette histoire de chimère qu'on revoit dans la série télé. Et alors, je vais pas dévoiler bien évidemment ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'absolument dramatique qui se passe et un acte d'une barbarie totale dans cette petite famille. Et cette scène, elle est extrêmement difficile. Rien quand on tourne la page et qu'on voit ce qui s'est passé et ce que les personnages ont osé faire, en fait, ça m'a travaillé pendant un petit moment. Quoi. Et pourtant, c'est pas de l'horreur au sens propre. Quoi. On est dans un monde plutôt fantasy, on va dire, médiéval. Mais là, ce truc-là, pour le coup, ça a résonné beaucoup plus que plein de trucs horrifiques en tant que tel. Quoi. Ouais, d'accord. Et toi, RD, alors ? Moi, c'est difficile de dire. Je dirais pas oui sur une peur parce que c'est un peu, ça recoupe tout ce que vous dites, c'est que on n'est pas sur. Déjà, c'est difficile de définir ce qu'on entend par une peur proprement dite. Voilà, c'est plus le retour d'une image que tu peux avoir sur ton passé, sur ce que toi, tu es plus ou moins sensible, etc. Vous pouvez montrer une scène avec du sang partout à quelqu'un qui va être angoissé à cause de ça, d'autres pour qui ça restera qu'un dessin. Je pense pas qu'on arrive à une peur. On peut arriver à une angoisse et encore, on arrive quand même beaucoup plus à sortir d'une BD que d'un livre, par exemple, où le livre te fait stimuler constamment et entièrement ton imagination. Donc là, tu rentres pleinement. C'est beaucoup plus difficile en BD. Je suis d'accord avec toi, Ito. On a vraiment... Mais c'est de l'oppression. Est-ce que ce sentiment d'oppression, d'angoisse, on définirait ça comme de la peur ? C'est une question consciente qu'on peut se poser. Mais il y a, oui, de toute façon, on sait que ça reste quand même une volonté de certains auteurs d'avoir ce sentiment de mettre mal à l'aise, qui est quelque chose de malaisant. Parce que ça peut aussi être un ressort de scénario. Après, moi j'ai une petite question. Par rapport à la peur, la surprise, alors, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'en manga ça peut être plus facile de la créer, vu qu'un manga est une lecture qui est beaucoup plus rapide que dans une bande dessinée ou un comics. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Oui, non, mais c'est vrai, de la petite expérience que j'ai dans le manga, c'est vrai que la lecture est plus fluide parce que les cases sont plus grandes. Donc en fait, c'est plus un page turner et tu arrives plus sur une case qui peut te surprendre que dans le franco-belge ou le comics où tu as ta planche et c'est très dur de surprendre le lecteur à ce point. Donc oui, je suis d'accord. Ton œil explore déjà beaucoup plus la planche. Oui, bien sûr. Parce que tu as forcément différents degrés, différentes dimensions dans ce que tu regardes. Alors que sur le manga, souvent, tu as un plan
2 des fois. Ouais, pas plus. Hein. Mais ça se limite à ça. Et t'as pas forcément la couleur non plus, par définition. Donc. Mais ce qui est pas un point négatif. Attention. Non, je pense que C'est pas pour un le point côté négatif. peur, le noir et blanc est plus percutant. Parce que tu as un effort d'imagination. Si on va sur le manga. Moi, j'avais lu Dragon Head, qui est sorti chez Pika. Alors, j'avais été très emballé par le dessin et je m'étais dit, 5 tomes d'une épaisseur, ça va être long à lire. Et en fin de compte, pas du tout. Et déjà, le pitch de départ, je sais pas, vous le connaissez ou pas du tout? En fait, il y a un accident de train. Et donc, du coup, tout le monde, ce sont des élèves, tout le monde meurt, sauf 3 élèves qui ont survécu. Apparemment à cause d'une catastrophe nucléaire, mais ils n'en savent pas plus. Et en fait, quasiment tout le premier tome, je crois, voire les 2 premiers tomes, ça va se passer dans ce tunnel. Où il y a des gravats, où il y a des cadavres. Et en fait, l'horreur est là parce que tu vois les personnages évoluer au milieu des cadavres. Il y en a un qui pète un plomb carrément et qui vit avec les cadavres, qui va essayer de trucider les 2 autres. Et en fait, la tension, elle est là. C'est que tu dis, mais putain, mais comment ils vont s'en sortir? Tu vois, c'est pas 2 planches et hop, on passe à autre chose. Non, c'est que tu restes enfermé avec eux et il y a ce sentiment d'oppression. Le huis clos. Le sentiment d'oppression, tu vois, où en fait, à aucun moment, le mangaka, donc du coup, enlève les cadavres. Non, ils sont là tout le temps. Donc en fait, dans toi-même, tu vois, quand tu lis, tu vois qu'il y a tout le temps ces cadavres, la mort est là, et t'as pas besoin de la couleur pour imaginer le sang, ou tu vois, donc ça revient à ça aussi. Mais je sais pas si vous avez vu le film Battle Royale. Oui, bien sûr. T'as pas besoin de grand chose aussi. Ah non, c'est sûr, mais bon, voilà, oui, c'est pas avoir à n'importe qui, quoi. Non, et ça vient, et c'est issu de manga, hein, donc c'est vrai que. Après, il y a peut-être plus une culture, parce que l'épouvante est un thème en lui-même qui est développé c'est un genre de manga. Oui. Voilà, on a très peu de... Enfin, je sais pas, j'ai déjà vu un rayon épouvante autre qu'en livre, je veux dire. Ah non. Là, je suis en imaginaire, littérature imaginaire, oui. Ouais. Mais après, en franco-belge... non, ça se perd. Non, comics, il y en a un petit peu. Ouais. Mais franco-belge... non, c'est pas un thème. Plus, hein. C'est pas un thème qui est exploré par c'est vrai, par le franco-belge. Non, parce que je pense que c'est un thème qui touche plus au fantastique, qui n'est pas tellement abordé par le format franco-belge, où ça va être plus terre-à-terre, social, on va dire. Donc je pense pas que ce soit un thème, c'est pour ça que on le verra plutôt vers les mangas et le comics, beaucoup plus. Ouais, alors il y a pas mal de choses aussi dans le côté horrifique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, dans les codes qui sont réutilisés de la BD horrifique au sens propre, c'est-à-dire vampires, monstres, morts-vivants, zombies, etc., sorcellerie, exorcisme, c'est rarement des BD, je trouve, qui font peur et qui génèrent vraiment de l'épouvante. On peut prendre dans les comics les exemples de DC versus Vampire, Marvel Zombies, même un Jujutsu Kaisen en manga, ou ce genre de choses. En comics, Basket Full of Head, qui est vraiment un comics pour le coup horrifique, écrit par Joe Hill, le fils de Stephen King. Donc voilà, il sait un petit peu de quoi il parle. Mais ça fait rarement peur, et le côté gore et le côté monstrueux, entre guillemets, ça peut même prêter à sourire. Le gore d'ailleurs, ça peut être fun, hein, et être utilisé complètement comme un ressort même comique. Pour le coup. Ça, c'est un autre thème à part entière du coup. Mais tu parles de séries comics. Moi, j'avais lu et j'ai toujours la série Outcast de Robert Kirkman, où on est là sur de la possession démoniaque, et en fait le dessinateur Paul Azaceta fait des petites cases à l'intérieur des cases pour accentuer sur un sourire, sur une main qui ouvre une porte, et là tu vois, là aussi on est sur de la tension, de l'oppression, puisque à chaque fois les démons prennent possession des gens qui sont un peu dans les ombres. Donc il y a là aussi, tu as ce suspense pour te dire jusqu'où ça va aller, et le fait que ça soit ce n'est pas un univers Marvel ou DC, du coup on ne sait absolument pas ce qui va se passer aux personnages. Donc moi, c'est une très très bonne série qui, il y a eu 8 tomes je crois, et qui a su rester assez haute en qualité. Donc le dessin est magnifique, l'édition c'est Delcourt, donc c'est très très bien. Donc pareil sur le thème un peu horreur, possession démoniaque, je sais que c'est une que je cite en exemple. Oui. Parce qu'après, si on revient au thème de notre émission qui est proprement Halloween, ça aussi, ça a été un thème qui a été exploité. Sans être vraiment révolutionnaire, quoi. Je veux dire, il y a eu quoi? Il y a eu des comics sur Vendredi 13, sur Halloween proprement dit, qui ont repris le film.
On trouve toujours deux, trois tueurs en série sur certains trucs, mais après, bon, tu tapes dans le DC quand c'est... À part un long Halloween. Oui, voilà, mais tu qui est pas du tout horrifique pour le coup. Mais voilà, on en revient à ce que je posais la question au début. Comment on définit le thème de peur? Pour moi, ça dépend vraiment de la personne, de comment tu lui mets dans les mains, de l'habitude qu'il va avoir par rapport à la lecture d'un manga avec la vitesse, un franco-belge plus lent ou un comics qui va être un intermédiaire. Voilà, chacun est comme devant une série en fait, et comme devant un film, c'est le passif qui fait que, mais c'est pas le plus exploité. Je pense pas que ça restera le plus exploitable de toute façon. Hein. C'est un marché de niche au milieu de la niche, quoi. Après, par contre, je trouve que le climat que tu peux mettre en place, il peut générer des moments de lecture différents. Typiquement, La Nuit de la Goule, c'est pas le genre de truc, tu vois, que je lirais tout seul dans une maison abandonnée, au fin fond, dans le noir, tu vois. Enfin, ça installe souvent un truc qui est pas très... ça pourrait arriver. Quand elle t'engueule. Par exemple. Mais ils arrivent à installer un truc qui est pour le coup, qui on va pas dire qu'il te met pas bien, mais ouais, quand même, ouais, ça te glace un peu le sang quand même. Tu dis, ouais, je suis pas super à l'aise, c'est pas super fun, quoi. Et voilà, il y a des conditions du coup pour lire celui-ci particulièrement, tu vois, que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs, mais qui arrive à créer un truc malaisant. Et à l'inverse, il y a des trucs qui se veulent horrifiques, mais qui créent pas ce sentiment de malaise du tout. Something is Killing the Children, par exemple, il y a des gens qui vont être outrés par ce qu'ils font aux enfants dedans. Pour le coup, la façon dont c'est fait et les dessins d'Eledra, je trouve que c'est pas traumatisant effectivement quand tu regardes, même si ça peut te toucher encore une fois en tant que parent, etc. Mais voilà, ça crée pas ce que crée La Nuit de la Goule, quoi. Clairement, tu dis, c'est ça met mal à l'aise. Moi, je trouve que le dessin de Frank Avila, il est pour beaucoup. Oui. Voilà, parce qu'il y a un côté un peu rétro. Donc ça fait appel un peu à des codes cinéma que tu as déjà vu, des vieux films d'horreur, tu vois, ou Premier Nosferatu. Bon, tu dis, bon, allez, c'est du chiquet, mais tu dis, bon, mais je le regarderai plutôt 2 jours. Tu vois, pas à minuit, c'est pas rigolo, les gars. Hein, on va le regarder à 14h. Mais bon, voilà, ça reste là-dessus, quoi. Oui. Un peu ce climat, quoi. Bon, après, si les enfants veulent se faire peur, ou si vous voulez vous faire peur, non, ça sera pas sur une BD, un comics ou quoi que ce soit. Non, prenez un bon bouquin, mettez-vous devant un film. Voilà, ce que je viens de dire, je pense pas qu'on puisse définir vraiment qui ressortent. De mes lectures, j'ai jamais eu, comme je dis, c'est mon style en termes de lecture. En série, ça peut l'être. Vous en avez un, on en a parlé, on a chacun sorti 2-3 thèmes, mais Non, vraiment, pas qui te fera sauter, c'est pas le jumpscare du ciné, quoi. Jamais on aura ça. Non. Même si des fois, en tournant la page, comme tu disais, Gilles, effectivement, tu peux avoir quelque chose qui se passe et qui te surprend un peu, mais ça fera jamais sauter au plafond. C'est le dernier. C'est ça. C'est le dernier. C'est du soupe. Voilà, ou que tu ouvres et que t'as une mauvaise impression du truc ou des couleurs. Ou alors comme pour Nice House on the Lake, tu vois. Comme c'est cet exemple, tu vois. C'est pas un cycle complet. Tu vois, t'entends un cri dans l'immeuble, en fait. C'est parce qu'à la fin, il est marqué à suivre. Voilà. Exactement. Allez, à suivre. Ça aussi, vague. On pourra en reparler. Oui, voilà, on prend un dossier à suivre. Très bien, messieurs. Écoutez, on a fait un peu le tour. Chers auditeurs, vous nous direz un peu ce que vous en avez pensé. Si vous avez des lectures qui vous ont fait sauter au plafond, de peur, ou les cheveux se dresser sur la tête, pour ceux à qui il en reste, je me sens pas concerné. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. On va repasser dans la lumière et dans le plaisir. Nous arrivons au meilleur moment. Ça y est, le voilà, le quiz, le retour. By Gilles, le retour. Allez, un petit jingle et on s'y met. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Alors, il est préparé. Il a calé. Il est chaud. Il a mis sur les cahiers. Il planque les fiches pour pas que tu craches comme d'habitude. Voilà. Allez, on t'écoute, Jim. Allez, c'est parti pour 10 petites questions sur le thème de Halloween.
Ça va être un petit peu plus facile. On n'a pas les mêmes définitions faciles à chaque fois. Une rapide. Ah bah écoute. En combien de tomes est la série Walking Dead? 33. Yes. Au hasard. Dis donc. Au hasard. 33. Ouais. Fini Ah ouais, Oui. c'est l'épilogue Ouais. 33, ouais. Après, là, ils se lancent dans les spin-offs. Ouais, ils sont dans les spin-offs. Il y a une Negan. Il y a Clémentine qui va sortir bientôt, je crois, Oui. ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, mois prochain, là, en En fait, novembre. il la continue, mais Ouais. la série principale est arrêtée. D'accord. Ok. En quelle année elle est sortie en France? Le comics. 2003 2005. Ouais, entre les deux. 2004. 2004. Ouais. Qui est... 20 ans, alors. Ouais, 20 ans. Ouais, ça va D'accord. faire 20 ans. À mon avis, ils vont faire quelque chose. Là, Une en intégrale, 2024, peut-être, ouais. Une intégrale La couleur. L'intégrale, Ouais. ils les ont déjà fait parce qu'ils sont à un moment, ils les ont sortis par 2 volumes. Ouais, mais un vrai gros truc. Après, c'est pour un truc comme Sin City où t'as 1000 pages que c'est illisible. Enfin, je sais pas, mais oui, peut-être forcément ils vont le marquer. Les 20 À ans mon de avis, Walking Dead, ouais. ils vont le marquer, Ouais. c'est sûr. Qui est l'auteur de Zombielenium? Oui, je vois, mais enfin, je vois la cover, mais Moi aussi. Si je balance Arthur? Minimoys Non. Queenie, Arthur Mackenzie, Curie. Arthur 2. Arthur de... je sais pas ou non. Non, je sais alors là, pas. vraiment pas. Arthur Depin et D'accord. Dans la Alexis gueule. Ducor. D'accord. Ma Bon, foi, non, non. je l'avais pas. C'est- J'avais pas les non. auteurs. J'aime bien le dessin, j'ai vu plusieurs fois, c'est ce dessin un peu informatique qui a un côté sympa, mais alors là je ne connaissais pas. Très chouette série. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Dans quel magazine est-elle diffusée? Le Métal Hurlant. Zombielenium. Métal Hurlant. J'aurais Plus dit ça classique. aussi. Pif Gadget, Ouais, tu y es quasiment. Pirate, Perdu. Ça existe Pilote. plus. Bamboo Non. Mag. Non, Je sais pas. le plus connu. Dupuis Mag, Dupuis Magazine. Picsou Non. Magazine. Puis Fairfield. Mickey. Puis Gadget. Non, j'ai déjà dit. Le plus connu. Le journal de Tintin. Ah, tu me dis quoi le plus connu? Spirou. Oui, Spirou. Ah, ouais. Ah la vache, on les aura tous fait. On les a cumulés, quoi. En gros, c'est Si vous presque avez- Pif Gadget. Quoi. Si vous avez des enfants, maintenant vous savez quoi, tout quoi leur Vous avez acheter. la liste. Alors là... Dans Walking Dead, Ouais. qui est le premier à succomber à une morsure de rôdeur? Tout premier, c'est le meilleur ami là, c'est Celui qui est joué par John Mertal. ouais. Bah voilà. Oui, lui, ouais. Mais non, attends, on est bien sur la BD. Ouais, on est sur ABD. Sur les comics, donc oui, c'est lui qui. Ah oui, est parce en qu'il premier. meurt dans le comics, mais pas dans la série, je crois. Voilà. C'est ça. Enfin, pas tout de suite, pas tout de suite. D'accord. Non, J'ai pas le nom. Ron Ike, non, j'ai pas pas. lui qui j'y meurt arrive le pas. premier. Tu vas le dire. Enfin, Vas-y, dis. Jim? Jim. Jim. Ouais. Ah non, Bah Jim, non, c'est ah bah le- non, là non, j'avais Non. pas. Non, C'est quel Jim? je sais pas. C'est le premier, mais Ouais. on s'en souvient plus du coup. moi ça j'ai fait lu le trop premier tome, ouais, mais Ouais. après je me suis arrêté là. Bah, quoi. et c'est dans le parc de caravane, non, justement, qu'il y a Oui, le premier. oui, oui. premier. longtemps. Ah oui. Et bah, c'est pas son meilleur pote, tu sais. Ah non, qui se non, tapait et non, sa c'est un femme. peu après. C'est un peu après Ah, c'est ça. un peu après. Ouais, ouais. D'accord. Bon, enfin, bref. Ok, bah, Jim. Désolé pour Jim. toi. Qui est tué par Jules. Jules et Jim. Bah vas-y. Hein. Ok, ouais, bien. Et Jones aussi, ça marche. La Allez. BD seule, tout le monde connaît. Oh, ouais. Ouais, Le titre. seul, ouais. Combien il y a de personnages principaux? Combien il y a 5. d'enfants? 9. Combien? 5. Ouais, pile dedans. D'accord. Ouais, Club des 5. Ah ouais, une non, nouvelle version, attends. quoi. C'est surtout ça. Ok, 5. Série finie? Non, Non, seul. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu un film, je crois. il y a eu un film, ouais, Et tout à fait, je l'ai pas ouais. vu. Il y a vu une non plus. adaptation. Non, et en plus, là, je viens de voir que ça a été repris par Rue de Sèvres. Ah d'accord. D'accord. C'est arrêté de D'accord. Dupuis et Rue de Sèvres vient de le reprendre. Bon, bizarre. C'est 14e tome en attente. Ok. Combien il y a de tomes actuels du coup? Bah, 13. Ouais. Oh putain, lui, le mec. Il vient de dire 14e tome en attente. Oh là, Fallait écouter, dis-lui aussi. fallait écouter. Bah, oui, voilà. Moi, j'écoute ce qu'il dit. Oh, regarde-le, lui. Vas-y. Qui est l'auteur de Lock and Key? Joe Hill et Gabriel Ba. Yes. En quelle année est sorti en France le comics Ça va être Tales from the Crypt?
98. 79. Non, 1950. Et la dernière, dans quelle maison d'édition est paru T-Zombie? Je sais même pas ce que Dupuis. Moi non plus. hein. Perdu, Bambou. Ah merde. On est toujours Allez. aussi mauvais. Bon, allez. Voilà. Donc on va pas épiloguer, messieurs, dames. Non, on n'en fera rien. Merci à tous. Merci. les gars. Et merci. On se retrouve le mois prochain pour 2 émissions. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.